forum, le forum des affaires, des emplois, enfin, le business for land en anglais, donc c'est les affaires pour la terre. Comment est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde, on peut créer un environnement favorable? Que des grands groupes, ceux qui font le processing, ceux qui transforment, soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, la matière première, notre production agricole, que ce soit café, cacao, EVA, palmier à huile, les fruits et légumes. Comment est-ce qu'on peut agir au niveau de la fiscalité? Comment est-ce qu'on peut agir au niveau de la sécurité? Comment est-ce qu'on peut agir au niveau de la tenue foncière? Qui est propriétaire de la terre en fin de compte? Comment est-ce qu'on peut agir dans le renforcement de la forge? Je sais pas si c'est la forge. C'est un projet qui ici en Côte d'Ivoire visant à donner des types de propriétés, à établir, à élaborer qui est propriétaire de la terre en zone rurale. Parce qu'on n'avait pas venu investir votre argent dans la terre, vous ne savez pas à qui ça appartient. Vous imaginez, c'est des hommes, vous avez fini de produire, il a dit non, la terre là, c'est pas celui qui vous a dit le produit là, ça m'appartient. Donc il prend tout ce qui est sur sa terre et puis la production agricole aussi. Donc le business for land, le forum des affaires dans le cadre de la COP aussi, a permis de mettre en place un cadre stratégique, un cadre de gouvernance justement pour gérer ces problèmes-là afin de faciliter des investissements massifs dans notre Abidjan Legacy Programme, des investissements massifs surtout dans la relance de la production agricole ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc ça c'était les temps forts des événements qui se sont déroulés autour de la COP. Et puis ensuite il y a eu la COP elle-même où on a observé en tout cas tous ici l'élection d'un de nos compatriotes à la tête de la COP pendant 2 ans. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est quelque chose au niveau historique, au niveau diplomatique, qu'on n'avait jamais vu. Donc, il faut mettre ça au crédit aussi des organisateurs, de ceux qui sont allés chercher cette COP-là, qui sont venus l'organiser ici en Côte d'Ivoire. Donc, pendant 2 ans, notre compatriote, donc Alain Nombaï, sera le président de la COP. Et en tant que tel, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, va pouvoir influencer le débat justement sur la gouvernance de la gestion de la restauration, de la réhabilitation des sols dégradés à travers le monde entier. Parce qu'à partir du moment où il est président de la COP, il n'est pas président de la Côte d'Ivoire, président de l'Afrique, etc. Donc c'est quand même un poste honorifique pour notre pays. Donc vous avez parlé de la destination Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que nous avons eu seulement 4 ou 5 mois pour organiser la COP. Dans des circonstances, je vais vous épargner cela, un peu difficile. En général, les gens ont 1 an, 2 ans pour préparer la COP. Nous, c'est en décembre, on nous a dit qu'on pouvait préparer la COP. C'est en janvier, février qu'on a commencé à mettre l'équipe en place. Et puis en mars, avril, que réellement on est rentré dans la vitesse de croisière. Comment est-ce qu'on a réussi à promouvoir la destination Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire Tourisme, le ministère du Tourisme qui sont impliqués au sein de mon comité d'organisation. Il y avait une commission tourisme, loisirs, hébergement et culture. Donc ce qu'on a fait, on a demandé aux délégués, les 6500 personnes qui sont ici, de voir qu'est-ce qu'ils voulaient, enfin de leur proposer. Et ici en Côte d'Ivoire, on a un tourisme de culture, un tourisme de vision, un écotourisme. Donc on a proposé à ces gens de pouvoir partir à Yamoussoukro, de découvrir Yamoussoukro, de pouvoir découvrir le magnifique écosystème lagunaire qu'on a, lagune Émile, lagune Abi, lagune Adjien, qui est unique au monde. Il n'y a pas ça, il n'y en a pas dans 2 pays. L'écosystème lagunaire de Côte d'Ivoire, en tout cas dans la région sud ici. Et ça va même jusqu'à Fresco, Centune. Donc il y a eu ces possibilités-là offertes. Et aussi au niveau gastronomique, on a ouvert un village gastronomique à Blocos. Derrière ici, on a essayé de demander aussi aux prestataires, ceux qui ont fait tout ce qui est ravitaillement sur le site ici, de varier, de montrer ce que nous avons de mieux dans notre art culinaire. Si bien que ici, quand nous allons au petit déjeuner, on va vous servir la bouillie de mil avec les beaux photos, on va vous servir la bouillie de riz avec yomi, donc la loco, du gaba. Donc pour que les gens puissent revenir, on a organisé des circuits touristiques, la Sotra a mis des bus à destination. Malheureusement, on n'a pas pu partir au-delà de Yamoussoukro. D'autres personnes voulaient aller voir les mosquées centenaires dans le nord-est du pays, ou dans le nord-ouest aussi. Donc, on a voulu, avec le débat tourisme, que les gens qui viennent le tourisme de conférence seuls reviennent dans notre pays. C'était ça un peu le but. Cette manifestation a été faite gratuitement. Le FEMUA aussi nous a aidé. Donc, samedi, on a mis plusieurs dizaines de bus à disposition. Ramasser les gens dans les hôtels pour aller à Luango pour assister au FEMUA. Et puis on a organisé aussi un spectacle
lors de l'ouverture officielle de la COP, que les gens puissent voir les différents aspects de notre culture. Et à la clôture, on est en train de discuter avec le Dr Gazéré, le ministre de la Culture. Si on ne peut pas avoir la clôture, mais vraiment tous les masques de notre pays là, Tématé, Zaouli, comment on appelle les gens de Poro. Ouais, Bologne, c'est Bologne. C'est Poro, le Poro. Les blancs panthères, tout ça, que tout le monde, que toute la Côte d'Ivoire puisse défiler dans leur costume, dans leur masque pendant 5-10 minutes et que ces gens-là voient qu'effectivement nous avons une grande variété culturelle dépendant des régions, des ethnies, des religions, tout ça. Et c'est tout ça qui fait que nous sommes une nation aujourd'hui. Mais on veut leur montrer qu'effectivement, dans l'unité là, il y a quand même une grande diversité que chacun a son. Même il y a un petit masque bourreau, on a l'impression qu'il n'a pas de pied. Comment il s'appelle? C'est Polo, c'est Saplo, voilà, c'est ça. Donc on essaie d'avoir ça pour qu'ils viennent se pouvoir ici devant les gens. C'est quand même une attractivité. C'est M. Bouré qui vient de Saint-Bras, il connaît très bien ce masque. Saplo, voilà, c'est ça. Donc si vous nous envoyez du Saplo, on peut puisse se pouvoir sur la scène ici. Donc maintenant, on a vraiment travaillé dans ce sens-là, que les gens reviennent dans notre pays, en plus de la COP. Donc les retombées seront importantes, pour le pays. Monsieur le Président, vous avez évoqué un programme très ambitieux pour un niveau d'emploi d'ici 7 à 8 ans. Comment allez-vous procéder? Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'exode rural de base mine la zone de pays. Comment ces jeunes qui sont attirés par la vie vont-ils demeurer dans les zones rurales pour produire? Comment vous allez faire? Quelle est votre stratégie? Effectivement, avant de penser à toute cette stratégie de développement, on fait un constat, on fait un diagnostic. Effectivement, l'exode rural s'est imposé à nous dans la période d'évaluation, dans la période de diagnostic. Et pour les gens de notre génération, à l'époque, c'est qu'on produit podium. Il y avait un morceau de quelqu'un, voilà, exactement, exode rural. Donc nous sommes encore là, quelques anciens, qui nous rappelons de cette période-là. Et c'est toujours une réalité, effectivement, pour beaucoup de jeunes ruraux qu'on voit créer dans les zones urbaines ici. Et tout ça, c'est contenu dans le Abidjan Legacy Programme en tant que problème, en tant que solution. Beaucoup de jeunes éduqués, quand je parle d'éduquer, c'est éduquer à l'université, dans les écoles et tout ça, n'ont souvent pas rencontré un mentor, quelqu'un pour leur dire la filière dans laquelle tu vas, soit ça ne te convient pas, il n'y a pas de travail là-bas, etc. Tous ceux qui ont étudié les sciences agronomiques, tous ceux qui sont allés au lycée à Bégerville, je pense qu'il y a 2 lycées agricoles dans le pays, il y en a à Bégerville, et puis il y en a un autre, c'est comme ça, et puis à l'école même supérieure de Yamoussoukro, etc. Ceux qui ont fait ça, 95-99% de ceux-là ont du travail. Donc, on va investir massivement dans la formation. Ceux qui sont allés faire histoire géo, ceux qui sont allés faire philosophie, ceux qui sont allés faire, je ne sais pas quoi, c'est pas pour dire que ça ne marche pas, mais c'est pour leur dire qu'il y a une formation complémentaire à faire et que vous pouvez avoir une terre dans votre région là-bas pour exploiter. Et beaucoup de gens font ça, même ils ont un travail au plateau, mais ils ont un champ aussi dans leur village. C'est de former les gens, parce qu'on ne se lève pas comme ça un coup, on dit on va devenir agriculteur. Beaucoup de gens dans les quartiers, à un moment, ils vendaient les bonbons, ils étaient dialogues, et le lendemain, ils les peintres, ou bien les plombiers, et quand vous lui donnez votre maison pour faire ça, va dans tous les sens. Donc il y a un vaste programme de formation qui sera mis en place justement dans l'identification de ces jeunes-là pour les emmener au métier de la terre. Il y a eu une période en Côte d'Ivoire où on avait un ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture chargé de l'installation des jeunes installations agricoles. Donc on va revenir à ces fondamentaux-là et surtout analyser pourquoi ça n'a pas marché et comment est-ce qu'on va faire les tests pour que ça marche. Ensuite, il y a le transfert de technologies et les échanges d'expériences. On a rencontré l'ancien ministre de l'environnement du Costa Rica. Il est venu en Côte d'Ivoire, il est maintenant directeur général PDG du Fonds pour l'environnement mondial. Il dit qu'il y a beaucoup de similitudes entre la Côte d'Ivoire et son pays. Déjà même dans le nom. Notre nom en espagnol c'est Costa de Marfil et c'est Costa Rica. Et qu'ils avaient perdu aussi 90% de leur forêt. Comment ils ont fait? Donc la coopération
sud-sud avec le pays, ils ont recouvert effectivement les 90% qu'ils avaient en moins de 30 ans. Aujourd'hui, c'est un des exemples au monde où ça fonctionne très bien. Donc, il y a cette possibilité, coopération sud-sud, formation, transfert de technologie. Ceux de notre génération ont connu la motoragie. Ce n'est plus possible aujourd'hui de dépendre de la pluie vient pas. Est-ce que ça va pousser, est-ce que ça va pas pousser, notre production agricole, est-ce qu'on va pouvoir observer la période de soudure? Non, il faut mécaniser. Il faut mécaniser. On ne peut plus avec la tabac, la peau, mais je ne sais pas comment on appelle, il y a un autre truc en bois. Et puis le bois est comme ça. Fossile. Et puis tu dis, non, c'est en bois, c'est pas fossile. Quand tu coupais la machette. Comment ouais, mais il vient de loin. Quand tu coupes la machette, on ne peut plus, c'est pas possible. Par rapport aux ambitions que nous avons, il faut mécaniser. Et même au-delà de la mécanisation, la motorisation effectivement de l'agriculture, on essaie de voir dans quelle mesure on peut avoir des petites unités de montage, des petits tracteurs, et puis ce qu'on met, l'attelage qui va derrière pour pêcher, pour retourner la terre, pour récolter, etc. C'est pas compliqué. Au Nigeria même, ils font déjà ça, à Ghana et tout ça. Donc, il y a des zones ici industrielles propices à cela pour mettre à disposition ce matériel. Si on veut effectivement multiplier par 2, par 3 notre production agricole, on n'a pas d'autre choix que de mécaniser. Donc, c'est quelques pistes qui sont contenues dans le document sur lequel nous sommes en train de travailler, qui n'est pas totalement fini, vers lesquels on va s'orienter justement pour arriver au résultat que l'on compte atteindre.